de voir avec vous, donc déjà vous donner les notions de base pour pouvoir utiliser Chorus Pro, avec pour commencer tout d'abord une revue un petit peu du contexte réglementaire, hein, qui du coup va bientôt se mettre en place en Polynésie française, hein, pour l'utilisation de la facturation électronique. Je vais également revoir avec vous en introduction un certain nombre de notions clés qu'il est utile du coup de bien appréhender pour pouvoir utiliser le portail de service Chorus Pro. Après ça, on va passer sur les notions un peu plus pratiques. Je vais d'abord voir, donc commencer par le début, hein, comment créer et gérer votre compte utilisateur sur le portail de service Chorus Pro. Et on verra ensuite comment déposer une facture sur le portail, donc concrètement un dépôt d'une facture qui a été enregistrée donc, par vos soins au format PDF. Et enfin, donc quatrième chose, donc suivre le traitement d'une facture émise. L'avantage de Chorus Pro, c'est que vous aurez la possibilité d'avoir une visibilité sur le traitement des factures qui seront déposées à destination de vos clients publics. Donc ça, on le verra en toute fin à l'issue du dépôt de facture. Parce qu'on verra que sur Chorus Pro, vous avez un système en fait de statut qui vous permet de connaître l'état de traitement de votre facture depuis le portail. Et enfin, je terminerai rapidement sur donc notre portail de support, hein, sur lequel vous pourrez éventuellement saisir notre support en cas de difficulté. Et donc du coup notre portail de documentation, hein, qui vous permettra de retrouver toutes les documentations sur le portail Chorus Pro et d'accéder éventuellement donc pas à nos formations en ligne, puisque compte tenu du décalage horaire, ça va être compliqué, mais vous aurez accès à toutes les ressources liées, les ressources documentaires par rapport à Chorus Pro. Donc juste, j'ai vu qu'il y avait une question par rapport au son. N'hésitez pas, si jamais vous rencontrez des difficultés avec le son de votre ordinateur, n'hésitez pas à utiliser du coup l'autre modalité, hein, pour écouter la formation. Donc c'est de passer par le numéro de téléphone qui est indiqué dans la console GoToWebinar en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de la réunion. J'y répondrai à l'oral. Donc pour commencer, on va déjà commencer par le cadre réglementaire, hein, puisque c'est ce qui donc préside à l'adoption de la solution Chorus Pro en Polynésie française. Donc dans le contexte local, la loi donc portant modification du Code polynésien des marchés publics et qui fixe les règles relatives à la dématérialisation des marchés publics, donc a été adoptée le 27 mai dernier, puis promulguée le 15 juillet. Que nous dit cette loi? Donc, c'est qu'elle impose notamment aux acteurs économiques donc la transmission des demandes de paiement aux acheteurs publics sous forme électronique via le portail Chorus Pro, avec un arrêté qui va préciser prochainement le calendrier. Le Code polynésien des marchés publics qui est ici en cause, donc s'impose à la Polynésie française. Donc, ces établissements publics, les communes de Polynésie française, les établissements publics communaux, les établissements de coopération intercommunale, les communautés de communes et les syndicats mixtes. Donc, ce qui signifie que dans le périmètre d'envoi des factures dématérialisées, donc on a tous ces acteurs qui sont inclus avec leurs fournisseurs. Le projet, donc, c'est une mise en place progressive par palier. Au 1er janvier 2026, l'obligation de dématérialisation des factures concernera les marchés dont le montant est supérieur ou égal à 8 millions de francs pacifiques hors taxes. Et au 1er janvier 2027, les marchés dont le montant est supérieur ou égal à 500 000 francs pacifiques hors taxes. Alors, je ne sais pas si côté direction des finances publiques de Polynésie, vous voulez rajouter des choses par rapport à ce contexte réglementaire. Non, non, pas de. Enfin, à moins qu'il y ait des questions, mais sinon, non, c'est tout à fait ça. Ok, merci. A priori, j'ai pas de questions sur ce sujet.
Alors, le périmètre de dématérialisation des factures. Donc, on a deux types d'acteurs. Les acteurs émetteurs de factures, donc c'est-à-dire les fournisseurs, hein, qui sont les titulaires de contrats avec des clients publics, les sous-traitants et co-traitants admis au paiement direct. Et on a alors également, en tout cas, c'est le cas en tout cas en métropole. On a également le secteur public qui est amené à émettre des factures via Chorus Pro à destination donc d'autres structures publiques. Parmi les acteurs récepteurs de factures, donc qui sont assujettis à l'obligation de réception par voie dématérialisée, donc on a tout ce qui est structure de l'État, donc les ministères et administrations déconcentrées, les établissements publics locaux et nationaux, les collectivités territoriales et éventuellement donc les établissements publics de santé. Donc ça, c'est juste un rappel par rapport à ce qui a été indiqué précédemment sur les acteurs concernés. Alors, qu'est-ce que le portail de service Chorus Pro? C'est avant tout un outil de transmission dématérialisée des factures. Donc, ça signifie concrètement que Chorus Pro, bah, c'est une sorte de boîte aux lettres dématérialisée. Hein, c'est ce qui va vous permettre d'envoyer vos factures à destination donc de vos clients publics avec un certain nombre d'informations à indiquer. Par exemple, on verra que ce qui faisait office, par exemple, pour l'envoi papier d'adresse pour transmettre à vos clients publics, sur Chorus Pro, ce sera le numéro SIRET de la structure à qui vous facturez. Les documents qui sont transmis via le portail de service Chorus Pro, donc on distingue d'une part ce qu'on appelle les factures simples, donc dans le cadre de marchés de fourniture et de services. Donc c'est le dépôt de facture simple hein, qui va plus nous concerner aujourd'hui. Je ferai une démonstration sur notre outil de test tout à l'heure pour vous montrer comment ça fonctionne concrètement. On a également dans le périmètre de dématérialisation, donc le dépôt des avoirs, les factures de co-traitants ou de sous-traitants, et également les documents de facturation des marchés de travaux. Vous avez plusieurs façons d'émettre vos factures sur Chorus Pro. Vous avez d'une part ce qu'on appelle le mode portail. Donc le mode portail, ça consiste tout simplement à aller sur le site internet avec le portail Chorus Pro et à déposer vos factures directement, donc au format PDF. Vous préparez votre facture au format PDF en amont et vous téléchargerez le fichier de la facture dans Chorus Pro donc en complétant les informations obligatoires si besoin. Vous avez une autre possibilité d'utiliser Chorus Pro, c'est ce qu'on appelle les modes raccordés. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez votre propre logiciel de facturation et pour lequel vous avez la possibilité en fait d'établir ce qu'on appelle un raccordement technique à Chorus Pro. Donc on a un mode dédié qui s'appelle le mode service hein, via des API qui vont permettre aux utilisateurs en fait d'intégrer les fonctionnalités qui sont offertes par la solution du portail de service dans leur propre système d'information. Donc, ce qui vous permet en fait de gérer la facturation à partir de votre logiciel de facturation. Donc, pour cette démonstration-là, on fera uniquement le mode portail, donc c'est-à-dire que je vais aller sur le site internet Chorus Pro, vous montrer donc, comment créer votre compte, comment gérer votre compte ainsi que vos structures. Je reviendrai sur ces termes-là un peu plus tard et comment déposer votre facture sur le portail. Une petite précision, dans le cas où vous souhaitez utiliser le mode raccordé, donc ça peut être utile notamment pour les éditeurs des logiciels que vous utilisez si jamais ils doivent faire un raccordement à Chorus Pro. Donc c'est que l'utilisation du mode service ou API va nécessiter en fait l'utilisation d'un compte en particulier qui s'appelle le compte technique pour pouvoir permettre le raccordement de votre système d'information à Chorus Pro. Donc le compte technique, c'est un compte utilisateur qui va incarner vis-à-vis de Chorus Pro votre logiciel qui est raccordé en API. Donc, ce compte utilisateur-là, vous ne pourrez pas l'utiliser pour se connecter au portail. Donc, on vous a indiqué sur la planche la documentation relative à la création des comptes techniques. Si vous comptez simplement utiliser le portail, donc déposer vos factures manuellement au format PDF, donc ça ne vous concerne pas, ce que je viens d'indiquer. Avant de passer sur les notions clés, je vais juste jeter un œil aux questions. Je vois que j'ai reçu une question.
Alors, il y a un certain nombre de questions qui anticipent un petit peu ce que je vais voir un peu plus tard, mais je vais déjà y répondre. Qui doit émettre la facture d'un sous-traitant, le sous-traitant lui-même ou le titulaire du marché? Alors, vous avez le sous-traitant, le principe, c'est qu'il peut déposer lui-même sa facture, qui sera visée par le titulaire du marché, et ensuite, ça arrivera à destination du client public. Donc, alors, j'avais une question sur les seuils. La facture sera transmise manuellement pour les marchés inférieurs à 8 millions de francs Pacifique. Alors, le mode d'utilisation de Chorus Pro ne dépend pas du seuil d'obligation de dématérialisation des factures. Le mode d'utilisation, c'est vous qui choisissez selon votre besoin. Si vous passez par le portail, donc vous déposez votre PDF, vos factures unitairement au format PDF sur le portail, ou bien si jamais vous utilisez votre propre logiciel de facturation pour pouvoir envoyer les factures de façon plus automatisée. Alors, sachant que l'utilité des deux différents, enfin, de ces deux façons d'utiliser, c'est que ça dépend en fait du volume de facturation que vous avez dans l'année. Si vous facturez relativement peu dans l'année, vous pouvez utiliser, enfin, le portail peut être tout à fait adapté à l'usage. Après, si vous avez des gros volumes de factures, c'est peut-être plus pratique de passer par le mode raccordé et donc du coup par un logiciel qui gère la facturation. Alors, y a-t-il une base de données pour la liste des SIRET? Alors, effectivement, on a un annuaire des structures publiques que je vous montrerai un peu plus tard, donc qui donne l'ensemble des SIRET. Alors, en Polynésie française, en tout cas, on a bien les SIRET du coup des collectivités locales, mais du coup, je repasserai un petit peu plus tard sur l'annuaire des structures publiques à la fin de la présentation. Alors, question qui contacter pour un raccordement. Donc, si vous avez votre logiciel de facturation, vous dépassez par l'éditeur du logiciel. Et quels sont les logiciels de facturation? Alors ça, par contre, je ne pourrais pas vous répondre sur ce sujet-là, sur les logiciels en question. D'autant qu'on est tenu à une certaine neutralité. Donc de ce point de vue-là, donc je ne vais pas pouvoir spécialement répondre à cette question. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Je vous propose de continuer. Alors, quelques notions clés. Donc, oui, pardon. Romain, excuse-moi, Oui. juste par rapport à une des réponses que tu as apportées et une des questions, du coup, il faut bien distinguer effectivement l'obligation. Et pour rappel, pour bien préciser, ce sont les factures des marchés supérieurs à 8 millions. Ce n'est pas la facture elle-même qui est supérieure à 8 millions ou inférieure à 8 millions, c'est les factures des marchés. Je pense que c'est une précision importante. Et ensuite, effectivement, si vous êtes sur un marché qui est inférieur à 8 millions, rien n'empêche de l'envoyer de manière dématérialisée. C'est simplement l'obligation qui est faite, mais pour autant, les collectivités vont de toute façon devoir toutes se raccorder et les entreprises pourront déposer, même si ça ne rentre pas dans le champ de l'obligation. Voilà, je ne sais pas si ça apporte des précisions, mais voilà, merci. Voilà, donc du coup, donc Ramona, vous aviez posé une question à ce sujet-là. Donc Anne-Sophie vous a répondu sur ce point. Je vais poursuivre sur les notions clés. Alors, vous avez donc quelques notions, un vocabulaire un peu propre à Chorus Pro qu'il est utile quand même de connaître un petit peu avant de démarrer sur la solution. Il faut distinguer déjà deux notions, c'est celle d'utilisateur et de structure. L'utilisateur, en fait, ça vous identifie vous dans Chorus Pro, vous avez un compte utilisateur. Donc, ce sont les individus qui sont susceptibles d'intervenir dans Chorus Pro, donc sous réserve d'être habilités sur une structure et des applications. Votre compte utilisateur, il va être identifié par une adresse courriel que vous allez définir pendant la création du compte. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et à côté de ça, vous avez la notion de structure qui, elle, va identifier donc un émetteur ou un récepteur de facture. Donc, ça peut être soit vous en tant qu'entreprise, soit une entité publique. Un compte utilisateur ne peut fonctionner que s'il est rattaché à une structure dans Chorus Pro. La création de votre compte, elle va se faire en deux étapes.
vous allez d'abord créer votre compte utilisateur, donc qui vous identifie en tant que personne dans l'outil. Et la deuxième étape, ce sera la création de votre structure, donc qui va représenter votre entreprise. Si vous n'avez pas créé votre structure, donc qui n'est pas rattaché, vous n'avez pas rattaché votre compte utilisateur à votre structure, vous ne pourrez pas utiliser les applications, donc qui sont les fonctionnalités qui vous permettent de faire notamment la facturation. Les applications donc auxquelles vous accédez à partir du rattachement de votre compte utilisateur à une structure. Donc, ce sont les fonctionnalités auxquelles les utilisateurs ont accès. Elles sont classées dans le portail par domaine. Je vous montrerai un peu plus concrètement ce que ça donne. Donc, vous avez des applications dédiées pour chaque fonctionnalité. Par exemple, dans le domaine facturation, vous allez retrouver les applications facture émise. Ça sera l'application qui vous permettra de déposer vos factures simples, donc de marché de fourniture ou de service. Et vous avez une application distincte, facture de travaux, qui permet de déposer ou de recevoir des factures de travaux, donc déposées dans le cadre du CCAG de travaux publics. Les droits des utilisateurs à intervenir sur l'ensemble de structures et applications sont définis par ce qu'on appelle des habilitations. Donc, vous aurez des habilitations qui vous permettront d'agir sur une application dans le cadre d'une structure. Et ces habilitations, elles sont divisées en deux possibilités. Vous pouvez avoir des droits en consultation sur, par exemple, l'application facture émise d'une structure. Donc, ça vous permet juste de consulter les factures, par exemple, qui auront été déposées par quelqu'un dans l'entreprise, mais ça ne vous permet pas d'en déposer vous-même. Si vous voulez déposer votre facture, vous devrez avoir les droits en facturation, donc facture émise, modification, qui, elles, vous permettent du coup d'agir sur les factures que vous déposez. Donc là, c'est encore un peu théorique, mais lorsque je passerai sur le portail de qualification, ce sera plus concret. Alors, comment s'articulent les notions de compte utilisateur et de structure? Vous avez plusieurs possibilités de configurer vos comptes utilisateurs et vos structures. Vous pouvez avoir un utilisateur qui peut être rattaché à plusieurs structures. Donc ça, c'est dans le cas, par exemple, où votre entreprise a plusieurs établissements, avec chacun un numéro d'IT, par exemple. Vous pouvez donc créer du coup la structure correspondant à chacun de vos établissements et vous rattacher donc à ces deux structures pour pouvoir gérer la facturation pour les deux. Inversement, vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs qui peuvent être rattachés à une même structure. Donc, ce qui signifie que si vous avez plusieurs personnes dans votre entreprise qui sont amenées à gérer la facturation, chaque utilisateur pourra créer son compte utilisateur, se rattacher à la structure de l'entreprise pour pouvoir que chacun ait un accès indépendant pour pouvoir gérer la facturation de son entreprise. Alors, un point d'attention, en tant que fournisseur, vous devez toujours être rattaché à votre entreprise, donc c'est-à-dire au numéro TIT de l'entreprise, au nom de laquelle vous émettez les factures. Vous ne devez en aucun cas vous rattacher au SIRET de votre client public. Donc, lorsque vous allez créer votre compte utilisateur et créer votre structure, lorsque vous créez la structure, pensez bien à mettre votre numéro TIT, ne mettez pas le SIRET du client public que vous voulez facturer. C'est bien votre structure que vous devez créer dans Chorus Pro. Et vous n'avez pas besoin de vous rattacher aux structures de vos clients publics. Ensuite, on a deux types de rôles utilisateurs sur le portail de service Chorus Pro. On a d'une part les gestionnaires, donc ce seront en quelque sorte les administrateurs de la structure. Donc, ils ont des habilitations en organisation, modification. Donc ça, c'est ce qui leur permet de modifier les paramétrages de leur structure et de gérer également les rattachements d'autres utilisateurs à leur structure. Ceux qui vont, si jamais vous créez plusieurs comptes utilisateurs, si vous avez plusieurs personnes qui gèrent la facturation, il faudra qu'un gestionnaire en fait approuve la demande de rattachement d'autres utilisateurs à la structure pour avoir accès à la facturation. Vous avez un gestionnaire par défaut, c'est la personne qui va créer la structure sur le portail de service Chorus Pro. Donc par défaut, ce sera le gestionnaire principal de la structure. Si jamais vous souhaitez avoir plusieurs administrateurs de votre structure, il est possible de donner les droits en organisation modification à un autre utilisateur pour qu'il ait aussi des droits d'administration de la structure. Ensuite, vous avez les utilisateurs simples. Donc là, ce sont tous les utilisateurs qui ont créé un compte sur le portail de service sans avoir le profil organisation modification. Donc, ils ont uniquement le droit d'intervenir sur le périmètre et les habilitations qui leur ont été données par les gestionnaires. Ces utilisateurs-là, ils n'ont pas la possibilité de modifier la structure
ou de modifier des habilitations d'autres utilisateurs. Avant de passer à la création et à la gestion de compte, je vais juste regarder les questions. Alors, lorsque vous parlez de facture de marché, j'imagine que c'est de marché de travaux. S'agit-il des états d'acompte, des comptes mensuels? Donc oui, vous avez deux choses. Vous avez l'application facture émise qui vous permet d'envoyer, ce que je vous disais, les factures pour les marchés de services et de fournitures. Après, vous avez l'application facture de travaux qui, elle, permet de déposer des documents de facturation dans le cadre du CCAG de travaux publics. Donc là, c'est dans le cas où vous avez un marché avec un fournisseur, un titulaire, une maîtrise d'œuvre, une maîtrise d'ouvrage, et vous déposez des situations mensuelles. Donc ça sera ces deux applications distinctes. Il y a l'application facture émise pour les marchés de fournitures et services et l'application facture de travaux pour les marchés soumis au CCAG de travaux. Donc une structure peut-elle avoir plusieurs utilisateurs? Si oui, y a-t-il un nombre limite? Alors oui, une structure peut avoir plusieurs utilisateurs attachés. Par contre, alors j'ai pas connaissance de nombre limite d'utilisateurs, hein, donc vous pouvez normalement en rattacher pas mal. Dans le cadre de marchés publics, est-ce que les maîtres d'œuvre ont la possibilité de valider directement les factures mensuelles de travaux via le portail Chorus Pro, ou est-ce que ça doit être réalisé en amont avant la dépose de la facture à l'acheteur sur le portail? Alors, le principe, donc là, je crois qu'on est toujours dans le cadre des marchés de travaux. Dans ce cas-là, le principe, c'est que, en tant que, par exemple, pour les situations mensuelles, en tant qu'entreprise, vous déposez votre projet de décompte mensuel, donc votre situation mensuelle qui est reçue par la maîtrise d'œuvre qui, elle, va produire son état d'acompte. Et ensuite, ça sera transmis au client public. Alors bonjour, nous utilisons déjà Chorus Pro avec les services de l'État. Est-ce que nous devons créer un autre compte utilisateur Chorus Pro? Alors non, vous n'avez pas besoin. Si vous utilisez déjà Chorus Pro, que vous avez déjà un compte rattaché à votre structure, vous n'avez pas besoin de créer un autre compte. Vous pourrez facturer à partir du compte que vous détenez déjà. Peut-on se connecter en même temps pour un seul compte utilisateur et deux structures? Alors, le principe, quand vous avez un compte utilisateur rattaché à deux structures, le principe, c'est que, par exemple, quand vous allez facturer, si vous êtes rattaché à deux structures, lors du dépôt de votre facture, vous devrez choisir, si vous êtes rattaché à deux structures, la structure pour laquelle, donc au nom de laquelle vous voulez facturer. Donc, vous aurez une liste déroulante dans un champ fournisseur où vous pourrez choisir donc le numéro Tahiti de l'entreprise pour laquelle vous voulez déposer, enfin, au nom de laquelle vous voulez déposer une facture. Donc, vous pouvez vous connecter avec un seul compte pour gérer vos deux structures. Alors, est-ce que le gestionnaire a la visualisation de toutes les factures des utilisateurs? Tous les utilisateurs, on l'a vu sur les factures qui sont déposées pour la structure sur laquelle ils sont rattachés. Pour des factures de travaux, est-ce que la validation avec le maître d'œuvre se fait par Chorus Pro? Donc là, c'est toujours la même chose, hein, le module facture, l'application facture de travaux vous permet d'utiliser, du coup, de déposer vos factures à destination du maître d'œuvre. Peut-on être deux personnes à utiliser le même compte en même temps? Alors, c'est mieux que vous ayez chacun votre compte pour une raison qu'on verra un petit peu plus tard. Parce qu'on a depuis quelques temps, pour renforcer la sécurité des comptes, on a mis en place une double authentification. Donc, c'est-à-dire que vous allez, pour vous connecter à Chorus Pro, vous allez d'abord remplir votre adresse de connexion et votre mot de passe. Et ensuite, on va vous demander de remplir un code que vous allez recevoir soit sur l'adresse mail qui est l'identifiant de votre compte, soit sur votre smartphone, donc à partir d'une application que vous aurez téléchargée au préalable. Donc c'est plus pratique que chaque personne dispose de son propre compte utilisateur, sauf si éventuellement ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir un compte avec
avec une adresse mail générique et récupérer le compte et récupérer le code d'authentification sur cette adresse générique. Qui doit déposer sur Chorus Pro l'état d'acompte validé par le maître d'œuvre, l'entreprise ou le maître d'œuvre. Le principe des factures de travaux, c'est que chacun dépose son propre document. Vous, en tant qu'entreprise, vous déposez votre projet de décompte mensuel pour les situations mensuelles. Après, c'est le maître d'œuvre qui va la récupérer. Et à partir de ce projet de décompte mensuel, la maîtrise d'œuvre va pouvoir du coup déposer son état d'acompte. Donc, j'ai pas d'autres questions. Du coup, je vais poursuivre. Donc, la première étape, c'est créer votre compte sur Chorus Pro. Alors ici, je vais pas aller dans le détail sur les différentes étapes, mais il y a deux temps principaux à retenir. Ce que je vous disais, d'abord, vous créez votre compte utilisateur pour vous identifier, vous, sur le portail, puis vous créez ou alors vous demandez le rattachement à une structure existante. Donc, soit vous créez votre structure, soit vous demandez le rattachement à la structure de votre entreprise si elle existe déjà. Avec, pour rappel, tant que vous n'avez pas rattaché votre compte utilisateur à la structure de votre entreprise, vous ne pourrez pas envoyer de facture. Je vais juste dérouler les planches pour vous montrer le processus de dépôt, de création du compte. Je n'aurai pas la possibilité de le reproduire sur notre base de test. Le principe, c'est que vous allez sur le portail de service Chorus Pro avec donc à l'adresse qui est indiquée ici. Vous allez vous retrouver sur cette page d'accueil. Vous avez un bouton créer un compte en haut à droite de l'écran qui vous permet d'initialiser la création du compte. À partir de là, vous allez devoir remplir un certain nombre d'informations personnelles. Premièrement, information importante, l'adresse email, puisque c'est l'adresse qui va vous permettre donc qui va identifier votre compte. Donc c'est à partir de ça que vous vous connecterez. Et surtout, c'est une adresse sur laquelle vous allez recevoir des mails de Chorus Pro. Donc, le principe est notamment un mail avec un lien de validation de création de votre compte, donc qui vous permettra d'aller au bout de la création du compte. Donc c'est très important de ne pas d'indiquer une adresse mail qui est valide et avec une boîte mail qui est accessible. Sinon, vous ne pourrez pas récupérer le mail avec le lien d'activation et vous ne pourrez pas finaliser la création de votre compte. Ensuite, bon, vous allez remplir les informations prénom, nom, et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, recevoir donc les notifications de Chorus Pro sur une autre adresse que celle que vous avez indiquée en tant qu'identifiant de connexion. Vous pouvez remplir une adresse email de contact, donc qui est en bas du formulaire. Par défaut, l'adresse mail de contact, c'est l'adresse que vous aurez indiquée tout en haut du formulaire, mais si vous avez la possibilité de la modifier si vous le souhaitez. Une fois que vous êtes arrivé au bout du processus, donc vous validez la création du compte. Et à partir de là, on va vous indiquer donc de récupérer le mail avec le lien d'activation qui vous a été transmis sur la boîte de l'identifiant de connexion que vous avez indiqué. Une fois que vous avez récupéré ce mail, vous allez pouvoir définir, donc vous cliquez sur le lien d'activation présent dans le mail et à partir de là, on va vous demander de définir le mot de passe de votre compte avec un certain nombre de critères de complexité. Une fois que vous avez choisi votre mot de passe, vous cliquez sur Soumettre et vous avez activé votre compte utilisateur. À partir de là, vous avez donc créé votre compte utilisateur. Vous allez devoir passer à la deuxième étape, c'est la création ou le rattachement à votre structure. Vous retournez sur la page d'accueil du portail et en haut à droite, vous avez un bouton Se connecter, à partir duquel vous pourrez donc indiquer votre adresse de connexion, avec ensuite indiquer le mot de passe que vous venez de choisir. Vous cliquez sur Se connecter et là, on va vous demander de remplir, donc de compléter le code d'authentification, donc qui est le deuxième facteur d'authentification à votre compte, que vous allez recevoir donc par défaut sur la boîte mail que vous avez indiquée lors de la création du compte. Il faudra retourner sur votre boîte mail pour récupérer le code. Et une fois que vous avez rentré le code, vous avez finalisé la création de votre compte utilisateur et vous allez tomber pour votre première connexion sur cette fenêtre
qui va vous demander soit de créer une nouvelle structure si votre entreprise n'est pas encore enregistrée dans Chorus Pro, soit de rattacher votre compte à une structure existante. Si jamais vous faites, donc là on va voir la création de nouvelles structures. Si jamais vous faites l'autre choix, rattacher mon compte à une structure existante, à ce moment-là, ça va envoyer une demande de rattachement à destination du gestionnaire de la structure qui va devoir la valider pour que vous puissiez être effectivement rattaché à la structure de l'entreprise. Là, on part du principe qu'on est sur une création de structure. On va vous demander en premier lieu de choisir le type d'identifiant de votre structure. Vous avez plusieurs types d'identifiants dans Chorus Pro. Vous avez donc le numéro SIRET. Alors ça, par contre, vos clients publics seront identifiés, leurs structures seront identifiées par des numéros SIRET. Vous, par contre, vous pouvez choisir donc, le numéro TAITI pour créer votre structure. Donc, vous choisissez dans la liste type d'identifiant le numéro TAITI. Vous rentrez l'identifiant en question. Et à partir de là, vous aurez donc deux possibilités. Soit votre structure n'a pas encore été créée dans Chorus Pro. Ça signifie que vous êtes le premier à demander la création d'entité. Vous en serez automatiquement le gestionnaire principal sur le portail de service. Donc, le premier utilisateur créant la structure, c'est le gestionnaire. C'est celui qui va gérer la structure et gérer les demandes d'habilitation d'autres utilisateurs et qui va gérer leurs droits pour agir sur la structure. Donc, si jamais l'identifiant existe déjà dans Chorus Pro, ça signifie que quelqu'un a déjà créé la structure. Et à ce moment-là, il faudra que la demande de rattachement que vous allez envoyer à la structure soit approuvée par la personne qui a créé la structure précédemment. Vous aurez un certain nombre d'informations à renseigner, obligatoires, notamment l'adresse de votre entreprise, code postal, ville, etc. Une fois que vous avez rempli ces informations relatives à votre structure, vous validez en cliquant sur soumettre. Et à partir de là, vous êtes bien arrivé donc en situation de déposer des factures sur votre structure. Vous avez créé votre compte utilisateur que vous avez rattaché à votre structure dans Chorus Pro. Alors, un petit point sur la double authentification. Ce que je vous disais à l'instant, c'est que vous avez deux informations à remplir pour vous connecter. En plus de votre adresse de connexion, c'est le mot de passe que vous avez choisi et le code d'authentification que vous recevez par défaut sur la boîte mail de votre identifiant de connexion. Vous avez la possibilité donc, de modifier la réception du code d'authentification. Vous pouvez le recevoir directement sur votre smartphone via une application. Donc pour ça, vous avez, lorsque vous allez vous connecter en cliquant sur votre nom en haut à droite, une petite fenêtre, un bouton Mes facteurs d'authentification qui va vous permettre donc, de modifier éventuellement votre mot de passe ou ajouter une application donc, qui vous permet de recevoir le code sur une application que vous aurez téléchargée sur votre smartphone. Là, je vous indique du coup le mode opératoire pour utiliser les différentes applications qui vous permettront de recevoir le code d'authentification. Vous allez devoir télécharger une des applications suivantes, donc FreeETP Authenticator, Google ou Microsoft Authenticator. Vous allez devoir donc utiliser l'application installée pour scanner le QR code qui sera affiché par Chorus Pro. Et vous pourrez afficher ensuite, donc inscrire le code affiché sur l'application dans le champ code unique du formulaire Chorus Pro. Et à partir de là, en cliquant sur ajouter l'application, vous allez pouvoir donc associer l'application à Chorus Pro et avoir donc régulièrement des codes d'authentification que vous pouvez récupérer pour vous connecter. Après, c'est comme vous le souhaitez. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester sur la réception du code d'authentification, donc par défaut, sur l'adresse mail correspondant à l'identifiant de connexion de votre compte. Pour information, si vous souhaitez savoir le périmètre sur lequel vous pouvez agir dans Chorus Pro, tout en cliquant toujours sur votre nom, une fois que vous serez connecté sur votre nom en haut à droite de l'écran dans Chorus Pro, c'est là que vous aurez les informations en lien avec votre compte. Vous pouvez notamment vérifier donc, vos habilitations. Ça va vous donner du coup un tableau sur lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les applications sur lesquelles vous pouvez agir.
donc pour lesquels vous avez les droits, avec les différentes structures sur lesquelles vous êtes rattaché. Là, à titre d'exemple, sur la capture, vous voyez, dans votre tableau, vous avez dans le champ structure, dans la colonne structure, vous avez plusieurs identifiants de structure. Donc là, on a visiblement un utilisateur rattaché à plusieurs structures. Et à droite, vous avez les profils. Donc les profils, ce sont les habilitations que vous avez sur les différentes applications de chaque structure. Donc avec l'application en question, par exemple ici facture émise consultation, donc facture émise pour l'application et consultation pour le type de droit dont vous disposez. Donc soit consultation, soit modification. Avant de passer sur le dépôt de facture, je vais juste… Donc à partir de notre espace de test, je vais vous montrer d'abord juste comment gérer les informations de votre compte utilisateur ainsi que les informations par rapport à votre structure. Si jamais vous êtes amené à être gestionnaire, si vous créez votre structure, vous aurez la possibilité de l'administrer. Donc là, je suis sur un portail de test qui reproduit les fonctionnalités de Chorus Pro. J'ai un certain nombre de données fictives à partir desquelles je vais pouvoir me connecter. Alors dans ce cas-là, j'ai juste à rentrer le mot de passe. Il n'y a pas la double authentification pour le portail de test. Là, je vais pouvoir me connecter directement sur mon compte. Donc là, vous arrivez sur la page. Vous arrivez sur la page d'accueil de Chorus Pro une fois que vous êtes connecté. Donc, première chose par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, donc vous avez vos applications qui sont regroupées dans ce qu'on appelle les domaines. Les domaines, ce sont les briques que vous voyez ici au niveau de l'accueil. Vous avez ce qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui, donc c'est les domaines organisation, donc à partir desquels un utilisateur qui est gestionnaire va pouvoir gérer les structures et éventuellement les demandes de rattachement d'autres utilisateurs. Et ici, le domaine facturation qui contient notamment l'application facture émise qui va vous permettre de déposer vos factures. Toutes les informations liées à votre compte utilisateur, donc elles sont ici en haut à droite de l'écran, en cliquant sur le nom de votre compte. Premièrement, j'ai mon compte. Alors, juste une information, l'espace de test, je n'ai pas non plus la possibilité de gérer mes facteurs d'authentification, contrairement à ce que je vous ai montré sur la planche précédente, donc c'est normal s'il n'apparaît pas ici. Pour mon compte, vous allez retrouver vos informations personnelles. Vous avez la possibilité de changer l'adresse de contact. Donc ici, par défaut, c'est l'adresse que j'ai choisie en tant qu'adresse de connexion. Vous pouvez la changer à ce niveau-là, changer éventuellement vos informations, donc prénom, nom, téléphone, etc. Autre point important quand vous êtes au niveau de mon compte, c'est les préférences notifications. Chorus Pro va vous permettre, si vous le souhaitez, de recevoir des mails qui vont vous indiquer quel est l'état de traitement, s'il y a eu des changements de traitement sur vos factures. Donc, par exemple, vous aurez une facture qui aura été mise en paiement, vous pourrez recevoir un mail qui vous indiquera que votre facture a effectivement été mise en paiement, donc soit sur l'adresse mail de connexion, soit sur l'adresse de contact, si vous en avez choisi une différente de l'adresse de connexion. Donc, par défaut, normalement, vous avez les notifications qui sont paramétrées. Si vous souhaitez les retirer, donc c'est à partir d'ici, ou si vous souhaitez les ajouter, si jamais vous vous apercevez que vous n'avez pas accès aux notifications, vous avez dans préférences notifications les différents domaines pour lesquels vous pouvez recevoir des notifications. Si vous souhaitez recevoir des notifications en lien avec vos factures, vous irez donc cocher donc facturation CPro pour recevoir les notifications en lien avec vos factures. Mes rattachements, ce que je vous avais montré à l'instant, donc ça vous indique les structures sur lesquelles vous êtes rattaché. Ici, j'ai seulement une seule structure. Donc, j'ai un compte utilisateur qui est rattaché à uniquement une structure. Si j'avais eu d'autres rattachements, évidemment, j'aurais une liste un peu plus fournie.
Mes habilitations, là, c'est donc toutes les habilitations que vous avez sur les différentes applications classées par structure. Donc ici, j'ai bien le profil facture émise modification qui va me permettre d'émettre mes factures. En principe, lorsque vous allez créer votre structure, vous serez habilité sur toutes les applications de votre structure. Donc, normalement, vous n'aurez pas besoin de modifier vos habilitations. Néanmoins, si au cours de l'utilisation, vous souhaitez retirer ou ajouter d'autres habilitations, vous pouvez cliquer ici dans « Gérer mes habilitations » pour demander l'accès à d'autres habilitations. Donc ici, avec la liste dans profil recherché, les différentes applications avec les différents droits pour lesquels vous pouvez demander un ajout ou éventuellement supprimer certaines habilitations. Donc, pareillement pour les rattachements aux structures, si vous allez dans mes rattachements, vous avez un bouton « Demander un rattachement » si vous devez vous rattacher à une structure supplémentaire. Voilà pour tout ce qui est gestion des informations de votre compte utilisateur. Je vais passer sur la gestion des structures. Donc ça ne concerne que les utilisateurs qui seront gestionnaires, qui auront les droits organisation, modification, ou le gestionnaire principal qui va créer la structure. Pour gérer votre structure et ses utilisateurs, c'est à partir du domaine organisation. Et là, vous avez deux applications distinctes, la partie structure pour la gestion de vos structures et la partie utilisateur pour la gestion des utilisateurs qui sont rattachés à vos structures. L'application structure va vous permettre ici, dans l'application gérer une structure, donc de consulter, modifier, activer ou désactiver une structure. Si j'accède à cette application, je vais avoir donc dans le type de demande le type d'action que je vais effectuer. Supposons que je veux modifier une de mes structures, je fais modifier une structure, je sélectionne l'identifiant de la structure que je veux modifier. Alors là, comme je veux modifier la structure, il faut que j'ai des droits de gestionnaire. Donc, dans ma liste, là, ça va s'afficher uniquement les structures pour lesquelles j'ai des droits de gestionnaire. Je sélectionne la structure dont je veux modifier les informations et les paramétrages. Et donc, je peux modifier donc, un certain nombre d'informations présentes sur le formulaire, sachant que vous avez un certain nombre de choses qui normalement ne vous concerneront pas, donc notamment tout ce qui est mémoire de frais de justice ou les informations demande de remboursement. Donc, normalement, vous devriez avoir assez peu de choses à faire à ce niveau-là. Ce que vous pouvez faire également, c'est lorsque vous allez donc facturer, vous aurez la possibilité d'ajouter des pièces jointes à vos factures. Vous pouvez enregistrer des pièces jointes au niveau de votre structure si jamais vous avez des pièces jointes que vous utiliserez de façon récurrente à l'appui de vos factures. Vous pouvez les enregistrer sur votre structure pour les récupérer directement sur la facture par la suite. Après, vous avez un certain nombre d'applications qui ne vous concernent pas, notamment la création de PDP et la consultation de PDP, donc là qui ne concerne que la métropole pour l'instant. L'application utilisateur, donc, comme je vous le disais, c'est à partir de là que vous allez pouvoir, en tant que gestionnaire, gérer les rattachements d'autres utilisateurs à votre structure. Vous pouvez à partir de là également demander un rattachement à une autre structure. Vous pouvez d'office demander le rattachement d'un utilisateur à une structure. Et vous pouvez gérer donc les habilitations des utilisateurs qui sont rattachés sur votre structure. Si j'accède à cette application, je choisis la structure sur laquelle je suis gestionnaire et je vais pouvoir choisir donc les utilisateurs qui sont rattachés. Je vais pouvoir du coup modifier leurs habilitations en les sélectionnant ici dans la liste. Donc j'ai choisi un utilisateur et là je retrouve toutes les habilitations de l'utilisateur à la structure. Donc si je veux lui retirer ou lui ajouter de nouveaux droits, je vais pouvoir le faire à partir de là. Donc, je peux supprimer une ligne pour supprimer des droits et éventuellement, en cliquant sur « Ajouter », ajouter une ligne pour donner de nouveaux droits à l'utilisateur. En termes de validation des demandes de rattachement d'autres utilisateurs à votre structure, il faudra aller ici dans l'onglet « Approbation ». C'est à partir de là que vous allez, c'est dans cet onglet-là que vous allez recevoir les demandes de rattachement d'autres utilisateurs à la structure.
Si je vais dans approbation, là par exemple, dans ma liste de travail, j'ai une demande de rattachement qui a été faite par un utilisateur. Donc pour la structure qui est indiquée ici, j'ai l'identifiant de l'utilisateur qui demande le rattachement. Si je clique sur cette demande, je vais avoir le détail de la demande de rattachement avec éventuellement le commentaire qu'aura ajouté la demande, le demandeur pardon, à la demande. À partir de là, en tant que gestionnaire, vous pouvez approuver ou refuser la demande. Donc, dans mon cas, je vais refuser. J'ai supprimé, j'ai refusé la demande et à ce moment-là, donc puisque j'ai pas d'autres demandes en attente dans les approbations, vous voyez le bouton approbation ici a disparu. Voilà pour l'essentiel pour ce qui concerne tout ce qui est gestion des comptes et des utilisateurs. Je vais juste repasser sur les questions. Avant de passer à la facturation. Alors, un gestionnaire a forcément toutes les habilitations ou faut-il les paramétrer? Alors, un gestionnaire principal, lorsque vous allez créer votre structure, normalement, vous avez toutes les habilitations. Donc, vous n'aurez pas, si vous êtes le seul utilisateur de votre structure, normalement, vous n'aurez pas d'action de paramétrage à effectuer en tant que gestionnaire. Vous aurez déjà accès à l'application facture émise. Question, c'est quoi une structure? Donc, la structure, c'est ce qui représente votre entreprise dans Chorus Pro. Je reviens du coup sur les deux notions clés à distinguer, hein. Vous avez votre compte utilisateur qui vous représente vous dans Chorus Pro, identifié par une adresse mail de connexion que vous aurez choisie lors de la création de votre compte. Ce compte utilisateur, il devra obligatoirement être rattaché à votre structure dans Chorus Pro. Votre structure, elle sera identifiée donc en Polynésie française par votre numéro Tahiti. Donc vous allez devoir du coup créer votre structure avec le numéro Tahiti dans Chorus Pro pour l'enregistrer, pour enregistrer votre entreprise. Lors du dépôt de documents, faut-il séparer les documents ou peut-on avoir un seul et unique fichier PDF contenant l'ensemble des pièces, facture plus situation? Alors, alors, si vous déposez vraiment une facture, c'est sur le portail en tout cas, si vous faites un dépôt unitaire de facture, c'est facture par facture. Par contre, si vous déposez une facture et que vous devez joindre d'autres documents en lien avec la facture et dont a besoin votre client public, vous aurez, je vais le voir un peu tout à l'heure, vous avez un bloc pièce jointe qui vous permet d'ajouter des documents complémentaires à la facture. Alors, si la situation de l'entreprise déposée sur Chorus Pro a des erreurs pour faire l'état d'acompte, comment la retirer? Ou est-ce qu'il est possible de l'annuler et de la redéposer? Idem pour la MOE, si erreur au niveau de l'état d'acompte. Pour les factures, donc là, c'est toujours le sujet des factures de travaux. Ce que prévoit normalement le CCAG de travaux publics, c'est que s'il y a erreur sur des montants, enfin, désaccord sur des montants entre le fournisseur, le titulaire et la MOE, la MOE en fait apporte lui-même les rectifications dans le cadre de son état d'acompte. Alors comment ça se traduit dans Chorus Pro? C'est ce que je disais tout à l'heure également, c'est que dans l'application facture de travaux, chaque acteur dépose son document. C'est-à-dire que vous allez déposer votre projet de décompte mensuel. Si jamais il y a un désaccord au niveau de la MOE va produire elle-même son état d'acompte, qui est un document distinct de celui que vous avez déposé, dans lequel il fera figurer les éventuelles rectifications. En tout cas, c'est le cas pour le CCAG de travaux publics tel qu'il s'applique en tout cas en métropole. Je ne sais pas s'il y a une distinction à ce niveau-là, au niveau de la Polynésie.
Est-ce qu'il est possible d'avoir la même adresse email pour tous les utilisateurs? Donc, c'est ce que je vous disais, il y a une possibilité d'avoir une adresse mail, ça peut être une adresse générique. Mais à ce moment-là, donc, il faudra recevoir donc, le code d'authentification, vous devriez le recevoir sur l'adresse mail générique en question pour pouvoir vous connecter. Donc avoir par exemple une boîte mail commune à tous les sur laquelle ont accès les différents utilisateurs de l'entreprise qui voudraient se connecter à Chorus Pro. Les administrations vont-elles être soumises aux mêmes règles de gestion ou ont-elles une latitude dans leur gestion? Alors après, je ne sais pas si c'est une question plus spécifiquement réglementaire ou sur l'utilisation de Chorus Pro, mais en tout cas sur l'utilisation de Chorus Pro, les administrations vont pouvoir, comme vous, hein, passer soit par le portail, soit passer par des systèmes raccordés pour pouvoir gérer les factures. Donc après, si c'est d'un point de vue, votre question est d'un point de vue réglementaire, tu me corriges Anne-Sophie si je dis une erreur, mais normalement l'obligation, il y a d'un côté d'une part une obligation d'émission des factures pour les fournisseurs dans les seuils de montant qui ont été indiqués pour les marchés, et une obligation de réception au format dématérialisé des factures pour les entités publiques qui sont impliquées dans ces marchés. Donc les entités publiques sont aussi assujetties à l'obligation de recevoir les factures via Chorus Pro. Alors, une structure existante en Nouvelle-Calédonie peut-elle faire une demande de rattachement à une structure Tahiti? Alors là, il faut encore distinguer. Si vous avez un compte utilisateur d'une personne qui se trouve en Nouvelle-Calédonie, elle peut demander à se rattacher à une structure qui dispose d'un numéro Tahiti. Mais il n'y a pas de rattachement d'une structure à une autre structure. Alors après, je ne sais pas quelle situation ça recouvre exactement par rapport à votre question, mais par contre, vous pouvez très bien avoir, alors en Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas s'il y a une grande utilisation de Chorus Pro encore, mais vous pouvez avoir un utilisateur qui peut gérer deux structures, une en Nouvelle-Calédonie et une qui dispose d'un numéro Tahiti, c'est possible. D'autant que Chorus Pro propose le numéro RIDET en tant qu'identifiant d'une structure. Donc, on peut bien avoir un compte utilisateur rattaché à une structure avec un numéro RIDET et puis un autre utilisateur rattaché avec une structure avec un numéro Tahiti. Donc, retour sur les factures de travaux. En pratique, en Polynésie française, lorsque le maître d'œuvre n'est pas d'accord avec le projet d'état d'acompte proposé par l'entreprise doit refaire un projet d'état d'acompte. Est-ce que ça va changer? Alors, effectivement, en pratique, c'est ce qui se faisait aussi. Enfin, c'est ce qui pouvait se faire éventuellement en métropole. Le fonctionnement dans Chorus Pro, c'est que chaque acteur dépose bien son propre document et il n'y a pas possibilité pour la maîtrise d'œuvre de rejeter le projet de décompte mensuel déposé par un titulaire. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne sur l'application facture de travaux. Je n'ai pas d'autres questions. Je vais poursuivre sur la facturation. Donc, le dépôt de facture sur le portail. Avant de commencer, vous avez besoin de plusieurs données essentielles avant de débuter la facturation. C'est donc d'abord les données d'adressage de votre facture. Quand vous transmettiez une facture format papier, vous transmettiez à destination d'une adresse physique. Là, l'adresse de votre client public dans Chorus Pro, ce sera au moins son SIRET, au moins le numéro SIRET de la structure. Et si jamais votre client a défini des services, donc un client peut créer, donc pour sa structure, il peut y avoir plusieurs services. Donc si jamais votre client a créé des services et qu'il a rendu la mention du code service obligatoire,
votre client public devra vous communiquer également le code service sur lequel déposer la facture. Enfin, troisième information, vous pouvez avoir des clients qui rendent obligatoire la mention du numéro d'engagement. Donc, pareillement, le numéro d'engagement est normalement fourni par l'entité publique lors de la commande et vous pourrez donc le renseigner dans certains cas. Donc, le code service et le numéro d'engagement, ce sont des données qui sont obligatoires si jamais vous facturez à destination d'entités de l'État. Et autrement, vous avez certaines structures publiques qui peuvent rendre ces informations obligatoires, mais ce n'est pas toujours le cas. Je vais repasser sur le portail de test cette fois pour voir la facturation. Pour la facturation, on va passer intuitivement dans le domaine facturation. Vous allez y retrouver les différentes applications du portail, avec notamment ce qui va nous intéresser aujourd'hui, l'application Facture émise, à partir de laquelle vous pourrez émettre vos factures vers vos clients publics. Si vous cliquez sur accéder, vous allez tomber donc sur Chorus Pro, sur le portail de saisie. Vous avez plusieurs onglets ici dans votre application Facture émise. Je passerai dessus à la suite. Alors, vous avez à distinguer l'onglet déposer, d'abord déposer facture et saisir facture. L'onglet déposer facture, c'est ce qui va vous permettre de déposer vos factures au format PDF. Alors, c'est par là que vous devrez passer pour déposer vos factures. La saisie de facture, ça vous permet donc de déposer vos factures manuellement, donc en remplissant un formulaire, en rentrant toutes les informations de la facture, mais ça n'est pas une fonctionnalité qui sera autorisée en Polynésie française. Donc, il faudra bien passer par la fonctionnalité déposer facture, qui vous permet de déposer votre facture que vous avez créée au format PDF en amont de la facturation, que vous pourrez du coup envoyer à votre client public. Si je vais sur cet onglet, la première information qu'on vous demandera de remplir, c'est de télécharger le fichier de votre facture. Donc, je vais importer le fichier de la facture que je veux envoyer. Voilà, donc là, il a bien reconnu le fichier au format PDF. Le format de dépôt est automatiquement reconnu. Donc ici, c'est un PDF non signé. Dans les informations complémentaires à renseigner, vous avez le cadre de facturation. Le cadre de facturation, c'est ce qui va identifier le type de document que vous envoyez. Donc, si je clique ici, pour l'application Facture émise, j'ai 4 cadres de facturation qui me sont proposés. Cadre de facturation A1, donc qui devrait être le plus courant, le dépôt par un fournisseur d'une facture. C'est tout simplement l'envoi d'une facture par un fournisseur directement au client public. Après, vous avez les cadres de facturation A9 et A12 qui, eux, vont concerner les sous-traitants et les co-traitants. Le cadre de facturation A9 va vous permettre de transmettre votre facture au client public, mais avec au milieu le sous-traitant qui va pouvoir indiquer ses réserves ou son approbation de la facture. Donc, vous avez 3 acteurs dans la chaîne de facturation pour la sous-traitance. Vous avez le sous-traitant qui dépose la facture, le titulaire qui va pouvoir la viser et la valider ou émettre des réserves, et le client public qui va la recevoir en bout de chaîne. Pareil pour la facture par un co-traitant. Donc là, vous avez le co-traitant qui dépose la facture, le mandataire qui la reçoit et qui doit l'approuver pour qu'elle arrive chez le client public à terme. Là, on va passer sur le cas le plus simple et le plus courant, donc le dépôt direct par un fournisseur d'une facture. Ici, vous choisissez la structure au nom de laquelle vous déposez la facture. Je suis rattaché à une seule structure avec mon compte utilisateur, donc j'ai qu'un seul choix dans cette liste. Si j'avais été rattaché à plusieurs structures, là, j'aurais eu la liste déroulante avec toutes les structures auxquelles je suis rattaché qui se seraient affichées. Donc là, vous avez eu un petit temps d'attente avant de passer sur le formulaire de dépôt. Vous avez pour les factures émises un outil de reconnaissance de caractère. Cet outil en fait vous permet de remettre directement les informations de la facture au format PDF dans le formulaire. Donc les champs pour lesquels vous avez eu reconnaissance de caractère sont indiqués en bleu.
Donc là, j'ai une facture entre guillemets parfaite. Donc tous les champs ont été reconnus de mon PDF. Donc vous voyez bien que j'ai mon numéro de facture qui s'est répercuté dans le champ numéro de facture. Donc la date de facture également, etc. Donc le destinataire. Je vous invite tout de même, si jamais vous avez la reconnaissance de caractère et que vous avez les champs qui ont été pré-remplis à partir de votre PDF, de vérifier quand même que les champs ont bien été répercutés, puisque la reconnaissance de caractère n'a pas forcément 100% d'efficacité. Donc vérifiez bien tout de même les champs de la facture avant de la déposer. Donc là, les premières informations à remplir, ce sont les informations relatives au destinataire de votre facture. Là, il m'a automatiquement répercuté l'État en tant que destinataire puisque c'est indiqué sur ma facture, mais je vais utiliser un autre destinataire de mon jeu de données. Si la structure destinataire existe, lorsque vous allez la remplir, en fait, elle va s'afficher dans une liste déroulante ensuite. Si jamais votre entité publique a rendu obligatoire la mention du code service, c'est ici que vous allez pouvoir le renseigner. Donc ça, c'est une information qui sera communiquée en amont par le client public. Le numéro de facture, donc, qui est une référence obligatoire et unique. Vous ne pouvez avoir qu'un seul numéro unique pour une facture. Là, je vais modifier le numéro pour envoyer cette facture. La date de facture, je vais la passer à aujourd'hui parce que là, elle va être trop ancienne. Alors, la devise, point important, en Polynésie française, par défaut, vous aurez l'euro en tant que devise. Pensez bien, si vous devez donc faire le dépôt avec le franc Pacifique, à modifier donc, le champ devise, hein, avec le franc Pacifique qui est bien indiqué ici dans le champ devise. Ici, donc, le type de document que vous déposez, c'est là que vous pouvez choisir si vous déposez une facture ou si vous déposez un avoir. Donc, vous placez la coche sur le type de document que vous voulez déposer. Vous pouvez préciser le numéro de la facture d'origine, notamment pour l'avoir. Le numéro d'engagement, pareil, donc si jamais votre client public a rendu sa mention obligatoire, c'est à partir de là que vous pourrez le mettre. Vous pouvez indiquer les informations relatives à la TVA. Et ici, vous avez donc les montants totaux qui ont été répercutés depuis ma facture, qui ont été remis donc dans le formulaire de dépôt. Donc, ce sont des informations qui sont aussi obligatoires. Et ici, vous avez le bloc pièce jointe, à partir duquel vous pouvez ajouter des documents supplémentaires qui sont en lien avec votre facture. Donc là, par défaut, j'ai uniquement le PDF de ma facture, donc qui apparaît dans les pièces jointes. Si je le souhaite, je peux ajouter d'autres documents, donc des justificatifs ou autres, à partir du bloc pièce jointe. Donc, ajouter une pièce jointe, je peux soit télécharger le document donc à partir de mon PC, en lui donnant une désignation et indiquer le type de pièce jointe que j'ai ajouté. Et ici, par contre, dans la liste des pièces jointes disponibles, c'est là que vous pourrez récupérer directement des pièces jointes que vous aurez enregistrées sur votre structure. Je vous avais montré tout à l'heure que lorsque vous êtes gestionnaire principal d'une structure, vous pouvez enregistrer des pièces jointes sur votre structure pour les récupérer directement sur votre facture si vous le souhaitez. Vous pouvez ajouter, donc ici, en cliquant sur le bouton plus dans l'action, vous pouvez ajouter la pièce jointe attachée à la structure si vous le souhaitez. Donc ça, c'est plutôt, juste rappel là-dessus, hein, l'intérêt d'enregistrer une pièce jointe sur une structure, c'est juste pour avoir sous la main un document que vous déposeriez régulièrement lors de chaque dépôt de vos factures. Une fois que vous avez rempli tous les champs et que vous avez donc mis toutes les pièces jointes nécessaires, vous pouvez soit enregistrer en mode brouillon votre facture, ça vous permet d'enregistrer la facture sans l'envoyer et éventuellement la reprendre un peu plus tard si vous le souhaitez. Soit vous avez tout terminé et à ce moment-là, vous cliquez sur valider et envoyer. Vous confirmez l'envoi. Ah, j'ai eu un souci sur le destinataire que j'ai pourtant indiqué normalement.
voyez sur un autre destinataire. Donc là, il me confirme bien que ma facture donc a été transmise. À partir de ce menu, j'ai plusieurs possibilités. J'ai notamment ce qui est intéressant, donc le bouton suivi de traitement de la facture, qui va vous permettre de suivre donc le cheminement de votre facture. Vous avez un historique d'état. Donc les états, ce sont donc les statuts de traitement. Vous voyez ici, donc avec une date associée. Vous voyez ici que j'ai ma facture qui a été créée donc, à telle date. Donc elle est passée en mode brouillon et qu'elle a été ici transmise. Alors je devrais avoir normalement mise à disposition pour indiquer que la facture est bien arrivée chez mon client public. Donc c'est là que, à partir du statut mise à disposition, que vous pourrez voir que votre client a bien reçu la facture et qu'il est en mesure de la traiter. Ce suivi de traitement, il va se mettre à jour au fur et à mesure du traitement de votre facture. Donc à partir du moment où mon client public aura agi sur la facture et aura changé son statut de traitement, vous pourrez retrouver donc le statut de traitement actuel de votre facture avec la date de passage du statut. Alors juste pour approfondir sur les notions justement de suivi de facture, je vais repasser sur les questions. Alors, où seront archivés les numéros des clients publics? Donc tout ce qui est, j'imagine, SIRET, code service, etc. Alors, normalement, ces informations doivent vous être communiquées en amont par le client public. Vous avez, donc on met à disposition ce qu'on appelle un annuaire des structures publiques, sachant que il faut bien plus vous référer vraiment aux informations que vous transmet votre client, pour la bonne raison que l'annuaire des structures publiques, il va vous donner un certain nombre d'informations sur votre client, mais il ne vous dira pas exactement sur quelles coordonnées déposer vos factures. Alors, par exemple, là, je vais consulter l'annuaire donc qui est présent dans le domaine organisation. Vous avez ici annuaire des structures publiques. Donc, si vous accédez à l'annuaire, à partir de là, vous allez pouvoir rechercher la structure de votre client. Alors, sachant que donc sur la qualification, je ne vais peut-être pas pouvoir vous le montrer, je vais repasser par le portail classique. Là, juste pour vous montrer l'annuaire, je vais passer sur le vrai portail de production, parce que vous pouvez normalement consulter l'annuaire sans être connecté. Donc là, j'ai fait une recherche sur la raison sociale. Donc là, juste pour le test, j'ai mis Paris. Donc si vous faites donc la recherche, ça vous ressort toutes les structures qui sont en lien avec ce que vous avez indiqué dans votre critère de recherche. Donc ça peut vous permettre de voir si la structure elle existe bien dans Chorus Pro. Ça peut vous permettre de voir s'il y a des codes services en lien avec la structure. Et l'annuaire vous permet de voir aussi les informations obligatoirement demandées par votre client public. Donc s'il demande le code service, le numéro d'engagement ou bien une des deux informations. Mais par contre, ce n'est pas ça qui va vous permettre de savoir précisément sur quel code service ou sur quel SIRET envoyer votre facture. Cet annuaire des structures publiques, il est vraiment là juste à but informatif. Donc normalement, ces informations vous seront communiquées par votre client public en amont. Pour illustrer, si je peux me permettre, Romain, par exemple, pour Arouet, lorsqu'on a créé, nous, la structure publique pour Arouet, donc ARUE, on s'est rendu compte, en fait, il y avait une commune qui s'appelle Arouet en France, en métropole, et du coup, effectivement, heureusement que nous, on disposait du numéro initial, parce que sinon, on aurait pu effectivement se tromper. Alors là, celui-là, je ne sais pas si c'est celui de Tahiti ou pas. Si tu peux aller dessus. Alors, je n'ai pas plus d'informations. Je ne peux pas normalement regarder davantage. Enfin, voilà, c'est pour dire, en fait, il peut y avoir des homonymies.
ce qui fait que c'est risqué effectivement de déposer sans vérifier que c'est le même numéro SIRET que la collectivité de Polynésie. Voilà, donc juste retenir que l'annuaire des structures publiques, c'est juste informatif. C'est pas à partir de ça forcément que vous devez sur quoi vous devez vous baser pour savoir où envoyer votre facture. Le code service, c'est le bon de commande. Alors, le code service, c'est une notion qui est propre à Chorus Pro, c'est-à-dire que le code service, en fait, les structures publiques ont la possibilité de créer des services. Ça leur permet notamment, si jamais vous avez plusieurs équipes qui gèrent la facturation au sein d'une entité publique, elles vont pouvoir créer des services de façon à ce que les factures soient routées vers une équipe en particulier. Donc, par exemple, vous pouvez avoir une structure donc identifiée par son numéro SIRET, un client public identifié par son numéro SIRET. Elle va vouloir créer, par exemple, un service urbanisme, un service RH, un autre service. Et donc, à chacun de ces services, donc, seules les personnes qui sont au sein de la structure habilitée sur ces services pourront consulter les factures qui sont envoyées sur le code service correspondant. Donc, en fait, le code service, c'est comme une division en fait, de la structure. C'est une information complémentaire d'une division de la structure. Donc ça, c'est d'information. Le code service est défini par le client public, donc c'est lui qui doit vous le communiquer. Pour le pays, par exemple, il y a effectivement la structure pays qui a été ouverte, et ensuite en service, il pourrait y avoir, enfin, il y a, je crois, la santé, tout ce qui concerne la santé. Et après, peut-être préciser, parce que je pense qu'on a peut-être des entreprises qui sont intéressées sur l'aspect État. Il y a un seul SIRET pour l'État, mais ensuite, c'est le code service qui définit le destinataire. C'est bien ça, Romain? Oui, oui, exactement. Vous avez, du coup, comme vous avez qu'un seul code service, un seul SIRET, pardon, pour tous les services de l'État, du coup, il a fallu décliner chaque service, enfin chaque administration, du coup, en service dans Chorus Pro. Donc, si vous facturez un client de l'État, normalement, vous aurez obligatoirement le SIRET, le code service et le numéro d'engagement aussi qui seront obligatoires à mentionner. Alors, est-il normal que certains organismes exigent un PDF au format OCR? Bon, ça, c'est un sujet dont on avait parlé, Romain. De ce que j'ai compris, à partir du moment où le PDF est déposé dans Chorus Pro, il devient OCRisé, on va dire. Donc, effectivement, je crois que ce n'est pas nécessaire. C'est la collectivité qui a absolument besoin d'avoir une version OCR. Et il me semble, Romain, qu'en le passant justement par Chorus Pro, c'est d'office consultable. Et donc, la récupération qui est faite par la collectivité est au bon format. Je pense qu'il y a peut-être un problème de compréhension de la collectivité sur l'utilisation de Chorus Pro. Le format OCR est exigé aujourd'hui pour les communes en démat si vous les envoyez par mail. Alors, doit-on joindre obligatoirement un BL? J'imagine que c'est un bon de livraison. Ça peut être dans les pièces complémentaires, mais il n'y a pas d'obligation, puisqu'en fait, la seule obligation, c'est d'avoir le service fait, en tout cas pour le comptable public. Maintenant, ça peut être un document complémentaire demandé par la collectivité pour justement attester. Oui. Du coup, en tout cas, tout document complémentaire, hein, vous le rajoutez si besoin, vous pouvez le rajouter dans le bloc pièce jointe comme on l'a vu à l'instant. Alors, où voir l'état des factures ou la prise en compte du paiement. Donc ça, c'est un point qu'on verra tout à l'heure. Je vais passer dessus après. Vous nous dites que le dépôt manuel des factures ne sera pas disponible en Polynésie, mais mon entreprise utilise déjà pour toutes ses factures avec les établissements de l'État français basés en Polynésie. Pourquoi ce ne serait pas disponible pour le reste? Alors, je ne sais pas si il y a peut-être une confusion, mais quand je disais
Le dépôt manuel, c'est ce que je viens de vous montrer. En fait, je me suis peut-être mal exprimé. Il y a deux choses. Il y a le dépôt de facture, ce que je vous ai montré. Donc ça, c'est vous préparez votre facture au format PDF et vous téléchargez la facture. La saisie, c'est-à-dire que la saisie, vous avez un formulaire où vous remplissez tous les champs de la facture, mais directement manuellement sur le. Enfin, vous tapez en fait dans le champ de la facture. Vous partez pas d'un, comment dire, d'un fichier PDF que vous avez téléchargé sur Chorus Pro. C'est vraiment vous rentrez toutes les données de la facture sur le portail. Et donc cette fonctionnalité-là, donc si j'ai bien compris, normalement, elle ne devrait pas être utilisée en Polynésie. C'est tout à fait ça. Ce sont pour des questions fiscales. Si vous utilisez cette fonctionnalité, vous allez vous retrouver avec les montants de TVA de la métropole et non pas les bons taux de la DICP locale. Si je veux annuler une facture par erreur concernant un devis, la devise, ai-je la main dessus pour rejeter? Alors non, vous ne pourrez pas rejeter une facture qui a été envoyée. Une fois qu'une facture a été envoyée, elle est à la main uniquement du destinataire. Donc ce sera le destinataire qui devra rejeter la facture pour que vous puissiez après en redéposer une autre. Est-ce qu'il serait possible de nous faire une démonstration du traitement d'une facture avec validation préalable d'un maître d'œuvre dans le cadre d'un marché de travaux? Alors, ce n'était pas au programme. Je ferai à la fin si on a le temps, parce que c'est un peu plus lourd que le dépôt de facture simple que je viens de vous montrer. Enfin, un peu plus lourd. Disons qu'il y a plusieurs acteurs qui sont impliqués. Donc, si on a le temps, j'essaierai de voir vite fait et de vous montrer comment ça se présente. Quand on veut faire un suivi de l'avancée de traitement de plusieurs factures, comment voit-on de quelle opération et où facture il s'agit? Donc ça, je pense que ça rejoint la question précédente. On va passer sur le suivi de traitement de facture tout de suite après. Chorus, c'est obligatoire à compter de janvier 2026 pour les nouveaux marchés. Est-ce le cas pour les marchés en cours déjà démarrés? Alors, il faudrait voir le projet d'arrêté, mais je ne pense pas. Là c'est vrai que je n'ai pas regardé, j'ai pas le projet d'arrêté, donc je ne sais pas si ça concerne les marchés en cours ou uniquement les nouveaux marchés. Ouais, ça, c'est une question à poser à la DCE. On est arrivé au bout des questions pour l'instant, donc on va terminer sur le suivi de traitement des factures. Une fois que vous avez, émis votre facture, donc vous avez ensuite donc, la possibilité avec Chorus Pro d'avoir la visibilité sur le traitement de votre facture. Donc vous avez le bouton suivi du traitement, donc on a vu à l'instant, qui vous permet de voir les différents historiques d'état de votre facture. Alors, un petit point, le statut mise en paiement de la facture, en tout cas en métropole, mais je crois que c'est également le cas en Polynésie, c'est ce qui va marquer le point de départ du délai global de paiement. Donc la date de passage du statut mise en paiement mise à disposition marque le début du délai global de paiement. Mandatement pour le moment. Pardon, excusez-moi. On n'a pas encore de délai global de paiement, on a juste un délai de mandatement. D'accord, ok. D'accord, donc c'est pas exactement pareil par rapport effectivement à la métropole. Là, vous avez l'ensemble des différents statuts de traitement des factures. Donc avec ici dans le schéma, donc d'une part les activités effectuées par les différents acteurs et les statuts correspondants donc pour la facture. Vous avez premièrement, donc, vous avez un statut déposé, mais qui normalement n'apparaît quasiment jamais. Ça indique juste que la facture est partie. Mais comme la mise à disposition du destinataire de la facture est généralement instantanée, vous n'avez même pas le temps de voir ce statut déposé.
Donc, le premier statut que vous allez voir pour votre facture, c'est la mise à disposition du destinataire, donc qui vous indique que le client a bien reçu la facture. À partir de là, vous avez plusieurs possibilités. Donc, vous avez un certain nombre de statuts jusqu'à la mise en paiement, donc des statuts intermédiaires qui peuvent être apposés par le client public. Donc, il peut indiquer que sur la facture que le service fait a été constaté, qu'il y a eu mandatement ou mise à disposition du comptable. Et le dernier statut, donc en bout de chaîne, est l'information sur la mise en paiement de la facture. Autre possibilité, si jamais il y a un souci à un moment donné, il y a 3 statuts que peut apposer le client. Donc, premièrement, le rejet, si jamais il y a une erreur sur la facture, notamment par exemple sur les montants pour une facture rejetée. Donc, si jamais il y a rejet, à ce moment-là, il va falloir déposer une nouvelle facture. Vous n'aurez plus la main sur la facture pour la modifier, elle sera définitivement rejetée. Après, vous avez 2 autres statuts qui peuvent être appliqués, c'est le statut suspendu. Donc là, c'est dans le cas où vous auriez oublié, par exemple, de mettre une pièce justificative obligatoire. À ce moment-là, le client peut vous retourner la facture et vous avez juste à rajouter les pièces jointes demandées sans avoir besoin de refaire la facture entièrement. Pareillement, si vous avez le statut à recycler qui est apposé à votre facture, c'est si jamais vous avez s'il y a une erreur sur votre facture, sur le SIRET destinataire, soit sur le code service destinataire, soit sur le numéro d'engagement. S'il y a une erreur sur une de ces 3 informations, le client peut vous renvoyer la facture pour que vous puissiez ensuite modifier ces informations et renvoyer la facture sans avoir à la refaire complètement. Donc ça, ce sont les différents statuts que vous pouvez avoir dans le cycle de vie de votre facture. Alors, comment suivre vos factures émises? Vous avez 3 modalités. Donc, je vais passer directement sur le portail pour vous montrer. Lorsque vous êtes sur l'application facture émise, vous avez ici 3 onglets, donc la synthèse, la recherche et le tableau de bord. La synthèse, ça va vous indiquer les factures sur lesquelles vous avez une action à faire. Donc, vous n'aurez donc pas de confusion. Si jamais vous ne voyez pas certaines de vos factures dans la synthèse, c'est normal. C'est tout simplement que la synthèse ne recense que les factures sur lesquelles vous avez une action à faire. Donc là, par exemple, on voit que j'ai une facture à recycler. Donc, j'ai un client public qui m'a renvoyé la facture pour devoir, visiblement, parce que j'ai dû faire une erreur sur les données d'adressage, donc SIRET, code service ou numéro d'engagement. À ce moment-là, je vais cliquer sur le numéro de la facture pour donc modifier les informations qu'on me demande. Donc là, on me dit qu'on a envoyé la facture sur une mauvaise structure. Je vais devoir modifier l'identifiant de la structure destinataire et j'ai bien toutes les informations de ma facture qui restent là, qui sont pas modifiables. Une fois que j'ai modifié, que j'ai mis les informations correctes d'adressage de mon client, je vais pouvoir renvoyer la facture. Donc pareil, une facture au statut suspendu, vous allez pouvoir la retrouver dans la synthèse. Par contre, une facture au statut mise à disposition, c'est une facture sur laquelle vous ne pouvez pas agir. Donc elle n'apparaîtra pas dans la synthèse. Pareil pour une facture mise en paiement, c'est une facture qui est arrivée au bout du traitement, vous n'avez plus la possibilité d'agir dessus. Si vous voulez faire une recherche sur l'ensemble de vos factures, vous allez utiliser ici la recherche, où là, vous avez un certain nombre de critères de recherche qui vous sont proposés. Donc, avec notamment les destinataires, éventuellement le fournisseur émetteur de la facture, le cadre de facturation pour filtrer sur le type de document que vous avez envoyé, etc. Donc, période de date de dépôt. Sur les montants également, vous pouvez faire une recherche. Donc là, par exemple, si je veux faire une recherche sur toutes les factures que j'ai envoyées à partir de ma structure, je mets le numéro de fournisseur, je clique sur la recherche et ça va me sortir toutes les factures donc, qui correspondent aux critères de recherche que j'ai indiqués. Donc là, vous voyez, j'ai dans les états courants des factures mises en paiement, des factures complétées, etc. Donc différents statuts. Là, j'ai pris toutes mes factures émises par ma structure. Si je le souhaite, je peux exporter les résultats sous forme de tableur. Donc, si jamais vous voulez travailler les listes de factures, vous pouvez les exporter sous forme de tableur au format CSV. Cette recherche elle vous permet de faire la recherche sur toutes vos factures. Le tableau de bord, ça vous permet de faire une recherche rapide sur les statuts de traitement. Si vous voulez, pour chaque structure, récupérer toutes les factures selon un stade de traitement en particulier, vous allez sur le statut qui correspond, sur lequel vous souhaitez avoir la liste des factures. Par exemple, je veux voir toutes mes factures mises en paiement sur cette structure.
je vais au niveau de mise en paiement, je clique sur le numéro et ça va me sortir directement le nombre de toutes les factures en fait qui sont au statut mise en paiement pour ma structure. Voilà, donc ce sont les trois possibilités de retrouver vos factures. Si vous voulez voir le détail de la facture, il va falloir cliquer sur le numéro. Et là, vous allez pouvoir consulter la facture complète avec toutes les informations et ici les pièces jointes que vous pouvez télécharger, notamment ici le PDF. Si vous souhaitez plus de détails sur le suivi de traitement, vous cliquez sur suivi de traitement et là, vous avez l'historique d'état avec les différents statuts et les dates de passage. Donc vous aurez sur le… Donc là, il y a un certain nombre de diapositives que je n'ai pas passées. Mais du coup, vous pourrez retrouver sur le support que vous pouvez télécharger, vous pourrez retrouver donc les diapos avec des captures d'écran donc qui reprennent à peu près les démonstrations que je vous ai fait à l'instant. Donc juste un rappel ici sur les statuts de traitement pour les statuts en cas de retour de votre facture par le client public. Donc à recycler si vous devez corriger les coordonnées du destinataire, tirer de code service ou numéro d'engagement, suspendu s'il manque des pièces justificatives que vous devez rajouter. Et par contre, le rejet qui vous permet pas de reprendre la facture, vous devez créer une nouvelle facture. Donc, s'il y a une erreur sur les données de facturation notamment. Avant de terminer, je vais repasser donc sur le support et la documentation. Je vais repasser sur les questions. Alors, est-ce qu'on prévoit un autre webinaire pour la facturation de travaux? Alors, pas pour l'instant, mais effectivement, il faut voir si ce serait possible. Pourquoi pas? Donc, je retiens le point, on verra pour la suite si on met en place ce type de webinaire. Alors, à l'instar de l'État, est-ce que les intérêts moratoires seront automatisés, sachant que les intérêts moratoires sont calculés en Polynésie par rapport au délai de mandatement? Alors, par contre, par rapport à Chorus Pro, ce qu'il faut voir, c'est que, en tout cas en métropole, sur le fait du délai global de paiement, la mise, comment dire, le statut mise en paiement et la date de passage permet juste d'indiquer le point de départ du délai global de paiement, mais par contre, ça ne permet pas de calculer le délai ni les intérêts moratoires associés. Donc, ce n'est pas au niveau de Chorus Pro que cette information-là est gérée. Alors, merci d'informer les agents des trois statuts car ils rejettent systématiquement et ensuite impossible de redéposer avec le même numéro alors qu'il n'y a pas besoin de refaire la facture. Donc ça, j'imagine que c'est ouais, des bonnes pratiques au niveau des clients publics pour privilégier le recyclage ou la suspension si le cas s'y prête plutôt que le rejet. Comment contacter la personne qui a rejeté via Chorus pour résoudre le souci? Alors, dans Chorus Pro, vous n'aurez pas l'information qui vous permet de retrouver la personne qui a rejeté. Le mieux, c'est de contacter votre interlocuteur si vous avez ses coordonnées en dehors de Chorus Pro. On a quand même une sorte enfin, on a en fait le portail de support à partir duquel vous pouvez solliciter notre support en cas de problème technique. Il est possible que ce portail puisse être utilisé par les entités publiques pour recevoir des messages de la part des fournisseurs, mais donc c'est pas toujours le cas. Donc c'est un peu aléatoire. Le mieux, c'est quand même essayer de se rapprocher en dehors de Chorus Pro du fournisseur si jamais vous avez des questions par rapport au rejet, sachant que le fournisseur normalement doit, en cas de rejet, pour pouvoir rejeter, il doit obligatoirement indiquer un commentaire qui renseigne sur le motif de rejet. Donc, vous devriez avoir à minima des informations sur le motif du rejet, sur la facture, une fois que vous la consulterez. Quand vous avez une facture rejetée, vous avez normalement tout en haut de la facture, vous aurez un cadre rouge, si je me souviens bien, où vous avez le motif de rejet qui est affiché en haut de la facture.
Alors, du coup, Alexandre, Montebello, je vous ouvrirai le micro du coup à la fin de la session pour présenter les webinaires que vous souhaitez organiser. Nous avons environ 500 factures par mois pour les collectivités. Comment utiliser le mode raccordement technique? Donc là, c'est ce que j'indiquais. Pour le raccordement technique, il faut voir avec l'éditeur de votre logiciel de facturation, si vous en avez un, pour qu'il procède à un raccordement si ça n'est pas déjà fait. Sachant que vous avez, je pense, un certain nombre d'éditeurs qui sont présents en métropole, qui sont déjà raccordés à Chorus Pro et qui doivent peut-être déjà utiliser la méthode. Alors, y a-t-il une plateforme technique disponible en Polynésie française? Actuellement, le technicien est métropolitain, mais vous avez 11 à 12 heures de décalage horaire. Bah, oui, effectivement. Donc, est-il possible d'imputer 60% d'une facture à un site et 40% de la même facture à un second site? Alors, ça, c'est là-dessus, je ne vais pas pouvoir vous répondre, malheureusement. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Alors, juste pour terminer, donc sur le support et la documentation, donc vous avez d'abord le portail de support. Si jamais vous rencontrez des difficultés, notamment dans tout ce qui est gestion des rattachements de votre compte utilisateur à votre structure ou l'accès à certaines fonctionnalités, vous avez la possibilité de contacter notre portail de support. Donc, vous avez un bouton support présent sur la page d'accueil, donc à partir duquel vous pouvez cliquer sur nous contacter. Et là, vous avez plusieurs modalités de saisir notre support. Donc, l'échange en ligne avec un agent, alors sachant que c'est une modalité qui est pas mal utilisée, donc vous n'aurez pas forcément rapidement un échange. Le mieux, c'est d'envoyer une demande d'aide sur le portail de support. Donc, le portail de support, c'est ce qui vous permet d'envoyer une sollicitation au support, donc dans laquelle vous décrivez de façon écrite en fait votre difficulté, avec éventuellement la possibilité de rajouter des copies d'écran pour illustrer votre problème. Et du coup, le support vous répondra via ce portail de support pour apporter des éléments de réponse à votre difficulté. Autrement, sur des problématiques relativement simples, vous avez un agent virtuel, donc Claudia, qui est présent en bas à droite de l'écran. Donc, c'est la petite icône qui est indiquée ici sur la planche. Si vous cliquez dessus, donc c'est un robot conversationnel. Donc, si vous avez des petites difficultés par rapport, par exemple, à votre mot de passe, vous pouvez éventuellement l'utiliser. Et si jamais vous êtes sur des problématiques plus complexes, c'est mieux de passer par le portail de support. Autre moyen, si vous le souhaitez, de vous renseigner sur Chorus Pro, donc c'est notre portail de documentation, alors qui est accessible via le lien qui est indiqué ici. Par contre, alors je vais vous montrer concrètement comment y accéder depuis le portail. Si je retourne sur le portail Chorus Pro, donc vous avez ici l'onglet documentation, hein. Vous allez pouvoir trouver notre portail de documentation. Vous avez tous les guides utilisateurs qui sont classés par domaine. Vous voyez ici, vous avez toute la documentation par rapport au domaine facturation. Donc, vous avez donc là le dépôt de facture sur le portail, donc qui reprend globalement ce qu'on a vu aujourd'hui. Et vous avez alors des guides dédiés aussi pour ceux qui sont plus intéressés sur tout ce qui est facture de travaux. Vous avez des guides dédiés facturation. Et si je filtre sur les factures de travaux, vous avez un guide dédié donc, sur le dépôt des factures de travaux dans Chorus Pro. Donc, vous pouvez déjà vous référer à ce guide-là si vous voulez vous renseigner sur les modalités de dépôt.
Alors, sachant que le principe, pour les factures de travaux, puisqu'on en discutait, le formulaire de dépôt ressemble beaucoup à ce que vous avez sur les factures émises. C'est quasiment les mêmes informations à remplir, c'est juste que vous allez mettre vos situations mensuelles de travaux dessus. Et le principe, c'est que vous avez effectivement plus d'acteurs, puisque vous avez en plus une maîtrise d'œuvre, une maîtrise d'ouvrage et éventuellement un service financier distinct. Donc, vous pouvez avoir 3 ou 4 acteurs dans le cadre des marchés de travaux. Le principe, c'est que chaque acteur va déposer son document. Donc là, pareil, par exemple, en tant que fournisseur, vous allez déposer votre projet de décompte mensuel, vous allez préparer la facture au format PDF, enfin, le document de facturation, et vous allez ensuite rentrer les informations relatives à la facture. Donc en destinataire, vous aurez plus d'informations à remplir, puisque vous devrez mettre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, par exemple. Ensuite, votre facture sera envoyée à destination de la maîtrise d'œuvre qui, elle, va déposer ensuite son état d'acompte. Donc la maîtrise d'œuvre, elle aura à peu près le même type de formulaire et devra remplir les informations en lien avec son état d'acompte, avec éventuellement les rectifications apportées par rapport à votre projet de décompte mensuel. Donc voilà pour tout ce qui est documentation, si vous voulez, si vous souhaitez en savoir plus. Alors, sachant qu'on a fait également sur la documentation des guides dédiés, plus sur la Polynésie française, parce que là, c'est une documentation généraliste. Vous avez une documentation plus dédiée sur donc voilà, Polynésie française ici, donc pour lesquelles on a intégré les particularités par rapport à la facturation électronique en Polynésie. Donc voilà globalement pour ce que j'avais à vous dire. Je vais juste du coup donner la parole à la DFIP, Direction des finances publiques, par rapport à l'offre de webinaire que vous souhaitez donner. Donc du coup, Alexandre, je vous ai ouvert votre micro. Alexandre est de la DCO, la direction de la commande. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend. Super. En effet, bonjour à tous, Alexandre, direction de la commande publique, acheteur public. Je fais une simple intervention pour prévenir l'ensemble des entreprises présentes durant ce webinaire qu'il y a des sessions de formation gratuites en présentiel qui sont disponibles jusqu'à fin novembre sur le site du GREPFOC. Afin de pouvoir tout simplement s'inscrire, pendant 1h30, on va avoir différents ateliers et surtout, vous allez pouvoir manipuler l'outil avec un dépôt de facture pour que vous puissiez vous habituer. Vous pouvez envoyer, vous pouvez venir vous à plusieurs, enfin, vous pouvez faire venir votre comptabilité sur les sessions. Donc, il y a une trentaine de sessions en tout disponibles jusqu'à fin novembre. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à pouvoir vous inscrire à ces formations. Si c'est peut-être possible, si peut-être, Romain, tu as la possibilité d'aller sur le site du GREPFOC en tapant sur Google GREPFOC Polynésie et montrer effectivement que c'est disponible. Ou alors partager mon écran. Je l'ai déjà, si je peux partager mon écran, si c'est possible. Oui, du coup, je vous désigne comme présentateur. D'accord. Donc là, normalement, vous avez la main dessus et vous devriez avoir un bouton pour pouvoir partager. Voilà, je crois que ça devrait être bon. Ok, donc effectivement, sur le site du GREPFOC, vous avez la possibilité donc, de venir sur nos formations et voir les formations disponibles. Et ensuite, vous arrivez sur cette page-là et donc un peu la présentation du programme rapidement. Et vous avez la possibilité en bas de sélectionner des séances, et donc avec des dates, par exemple là pour le jeudi 23, et de sélectionner une place. Vous devez ensuite vous inscrire en donnant un nom, prénom, le nom de votre entreprise. Et ensuite, vous aurez votre place qui vous sera confirmée par le GREPFOC, simplement. Donc voilà, c'est tout globalement ce que j'avais à dire. Ok, merci à vous. Je reprends la main. Peut-être simplement, voilà. Romain, pour préciser, effectivement, il y a
il n'y a pas de support local, puisqu'il y a tout ce qu'il faut sur la plateforme. Simplement, si vraiment il y a un sujet spécifique à la Polynésie, une difficulté auquel on n'aurait pas pensé, nous, on a une adresse générique locale, du coup, puisqu'on a un correspondant mission numérique dématérialisation et on peut toujours nous écrire. Donc, je t'ai mis dans les questions l'adresse, donc avec dfip987.mission.numérique@dgfip.finance.gouv.fr. Donc, mais je dis bien, nous, on n'a pas comme Romain la main sur Chorus Pro. On peut simplement faire remonter les difficultés, les spécificités auxquelles vous êtes confrontés du fait parce que c'est un numéro Tahiti, parce que c'est pas la facturation saisie manuellement, c'est juste un dépôt, etc. Donc, voilà, on a, nous, une adresse dédiée locale. Alors, par contre, je crois que dans les questions, du coup, Anne-Sophie, ça n'apparaît pas pour tout le monde. Alors, je crois que tu dois avoir un bloc chaté dans lequel tu peux peut-être envoyer à tous les participants. Attends, j'essaye. Je vais faire un copier-coller. Oups. Alors, chatter, je ne vois pas. Alors, attends, je vais essayer je vais faire un copier-coller. Je devrais normalement pouvoir le faire. Peut-être là. Non, ça, c'est la langue. Affichage. Mais non, moi, j'ai juste questions-réponses. Voilà, normalement, c'est bon. Vous devriez, ça devrait afficher. En tout cas, moi, je l'ai en chat, oui. J'ai questions de chat de conférence à tous les participants. Ouais. Donc, c'est Ralph ou Jean-Christophe Gelmini. Donc, Ralph est avec nous là ce matin. Jean-Christophe donne une formation sur les marchés publics, justement, qui peut répondre via cette adresse. Et Ralph sera d'ailleurs présent aussi lors des premières formations dont parle Alexandre. Alors, du coup, une question. Aurons-nous accès à la date de mandat et le numéro de mandat grâce à Chorus Pro? Alors, pour moi, ce n'est pas une information qui est portée dans l'outil. En principe, non. Le mandatement, vous aurez juste l'indication, le statut retourné par la structure, hein, qui indique qu'il y a un mandatement, sachant que si la structure vous le renvoie, mais je ne pense pas que vous aurez ces informations via Chorus Pro. Alors, une fois l'état d'acompte validé que le maître ouvrage a liquidé, pouvons-nous récupérer l'état d'acompte afin de faire une demande d'avance avec les banques et ce, avant même que ça soit mandaté? Alors, je ne peux pas vous dire par rapport aux démarches que vous pouvez faire à partir de l'état d'acompte, mais en tout cas, ce qui est prévu dans le module facture de travaux, c'est que chaque acteur ait la visibilité sur les pièces qui ont été déposées par les acteurs suivants. Donc, si vous êtes dans le cadre d'une situation de travaux, vous aurez la visibilité sur l'état d'acompte déposé par la maîtrise d'œuvre et l'état d'acompte validé déposé par la maîtrise d'ouvrage. Voilà, et puis bon, j'ai pas d'autres questions, juste j'avais vu Anne-Sophie aussi que tu avais dit que les guides, notamment le guide Polynésie que j'avais montré tout à l'heure, est disponible sur
Ariari. Ariari. Ouais, c'est ça. Ok. C'est la plateforme de la commande publique. Donc, effectivement, Alexandre, la DCO et toute l'équipe, on travaille en direct avec eux. Et effectivement, que ce soit l'enregistrement de ce webinaire et les guides, et ils sont tous mis à disposition sur la plateforme locale Ariari. Si je prononce bien, Alexandre. Oui, c'est bien prononcé, Anne-Sophie. Donc, en effet, vous avez d'ailleurs, vous pourrez les revoir. Enfin, ils sont déjà accessibles et donc vous reverrez la rediffusion du webinaire. Donc, elle sera disponible sur Ariari et on la mettra aussi à disposition sur notre page YouTube de la direction de la commande publique. Simplement tapez direction de la commande publique sur YouTube et vous tomberez sur notre page et vous pourrez revoir ce webinaire dans son entièreté. Je n'ai pas d'autres questions. Alors, il nous reste 5 minutes. Hein. Si jamais vous avez des dernières questions à poser, n'hésitez pas. Et puis, on pourra du coup mettre fin au webinaire. N'hésitez pas à indiquer vos dernières questions. Invitation pour les futurs webinaires par mail, s'il vous plaît. Alors, après, je vais peut-être me retourner vers Alexandre, peut-être, sur le moyen d'accéder. Ce qui est compliqué par mail, c'est qu'il faut avoir des adresses mail à la base. Donc, effectivement, nous avons fait, nous essayons de publier par tous les syndicats des patrons en Polynésie, que ce soit le MEDEF, la CPME ou Open. Mais effectivement, après, contacter les entreprises individuellement, ça nécessite d'avoir des informations les concernant. Et surtout, là, dans le cas présent, ce serait des adresses mail. Donc, c'est plus compliqué en vérité. Bonjour, existe-t-il une plateforme de test pour l'interconnexion et l'usage du PSV2, s'il vous plaît? PSV2, c'est un autre sujet. Le PSV2, ce n'est pas en relation avec Chorus Pro, c'est la transmission entre la collectivité publique et son comptable. Et en plus, uniquement les comptables du réseau du Trésor public. Donc, ce n'est pas un sujet Chorus Pro et ce n'est pas aux entreprises de transmettre du PSV2, c'est uniquement à la collectivité. Alors, je ne sais pas si c'est une collectivité qui a posé la question. Mais par contre, si c'est une collectivité qui a posé la question, oui, on peut tester les flux PSV2 et on le fait dans le cadre des tests sur la dématérialisation de la chaîne de la dépense et de la recette. Et là aussi, il faut prendre contact avec nous, mais ça concerne que les collectivités elles-mêmes, pas les entreprises. Ok, bon, j'ai pas d'autres questions, donc je pense qu'on va pouvoir mettre fin à ce webinaire. Du coup, merci à tous pour votre participation. Merci également Anne-Sophie, Alexandre et Ralph pour leur présence. Donc, n'hésitez pas donc à télécharger le support de la présentation qui est sur GoToWebinar. Dans tous les cas, effectivement, l'enregistrement vous sera retransmis, l'enregistrement du webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à retourner sur notre portail de documentation si vous voulez en savoir plus par rapport à ce qu'on a vu. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée. Merci à toi, Alexandre. Et bon début sur Chorus Pro. Merci à vous. Merci d'avoir tenu jusqu'à 21h pour toi. Passez une bonne journée. Merci à vous.